Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, ce lundi matin, semaine de Montpellier OM. On va s'accompagner toute cette semaine jusqu'à vendredi et jusqu'à dimanche même. Vendredi pour les OM au café et jusqu'à dimanche pour le match et nos fameux 4 heures de direct pour ce match contre Montpellier. On a hâte de retrouver l'Olympique de Marseille, évidemment. Je vous vois bien connecté ce matin. Je vois le pseudo là qui me fait rire en ce moment, c'est Cantona que l'amour le vrai. Il est présent ce matin, donc ça me fait plaisir de le voir. Il me fait bien marrer là ce petit pseudo. Anto qui a pris son abonnement en plus. Anto36, merci pour ton abonnement. Manuel Sierrag également s'est abonné, son 46e mois d'abonnement. Donc voilà, ça commence tambour battant cette émission. Nico Helmut Adieu qui nous dit au Fada, voilà, tout le monde est connecté. Mandanda 77, Steph OM, tiens, qui sera en voiture, qui pourra pas être avec nous, participer dans le chat, il va peut-être nous écouter dans la voiture s'il est dans les bouchons. Pierrot également qui est présent. Et ben voilà, on est content. Nico Amskas, tiens, qui commence par la mauvaise nouvelle, puisqu'on s'était quitté, c'est vrai, on s'était quitté, on n'avait pas eu encore l'info, il devait passer des examens plus approfondis, c'est tombé vendredi soir, la mauvaise nouvelle pour notre ami Carboni, la Tulle. Alors on casse le prêt, alors on va voir comment ça va se passer, mais c'est une éventualité en tout cas qui est discuté entre l'Inter et l'OM pour qu'il puisse retourner à Milan et se soigner à Milan. À voir comment ça va se goupiller pour l'instant pour le petit Carboni, mais c'est malheureux déjà. Après, ça pose question aussi sur sa gestion, pas forcément de l'Olympique de Marseille, mais surtout la mauvaise gestion de la sélection argentine, parce qu'il n'y avait pas forcément besoin aussi de l'emmener en sélection pour ce rassemblement, surtout que c'est pas un joueur qui joue beaucoup, sachant qu'il avait été déjà blessé lors du dernier rassemblement, qui reprenait tout doucement la compétition avec l'OM, il venait d'enchaîner un match. Il n'y a pas forcément besoin de l'emmener en sélection. Je trouve que là, c'est une très mauvaise gestion pour le joueur. Je trouve que c'est pas respecter le joueur et l'intégrité physique du joueur. Et ça, je le déplore vraiment beaucoup. Je vais pas forcément critiquer les trêves internationaux, mais moi, ça m'embête un petit peu quand même qu'il ait été sélectionné pour ce match-là. Nvidia qui nous dit: j'ai pas l'impression que l'OM ait progressé suite à la dernière trêve internationale. J'espère que cela ne sera pas le cas cette fois-ci. On va voir s'il y aura du progrès. Ça va monter, je pense, moi, petit à petit. Contre Montpellier, faudra pas forcément s'attendre non plus à un match abouti de la première à la 90e minute. Je pense, en tout cas. Mais là, cette trêve aussi a permis à De Zerbi de vraiment travailler tactiquement avec les joueurs qui sont restés, et il y en a pas mal quand même qui font partie de l'équipe titulaire. Donc voilà, des joueurs comme Wai, comme Brassier, qui vont pouvoir encore s'entraîner pendant ces 2 semaines, qui ont pu s'entraîner pendant 2 semaines avec De Zerbi, et donc voilà, il y aura pas forcément moi je suis pas inquiet sur la capacité de De Zerbi à transmettre vraiment ses principes de jeu. Et je pense qu'on va le voir petit à petit. Pour l'instant, c'est vrai que Nvidia a raison dans son premier message, qui dit qu'on n'a pas eu l'impression qu'ils avaient progressé après la première trêve. On va voir si là, cette trêve-là a été bénéfique pour certains, pour aussi se régénérer, se revigorer, se vider la tête un petit peu, et puis repartir sur de bonnes bases. On va voir ça contre Montpellier. Ce sera un match quand même qui sera pas facile selon moi, même si Montpellier est une équipe, on va dire entre guillemets, faible de notre championnat, qui a montré beaucoup de difficultés, qui éprouve beaucoup de difficultés dans ce début de saison, mais ça reste un match contre l'Olympique de Marseille. On l'a vu avec Angers qui était faible aussi, mais voilà, qui s'est donné à 1000%. Alors on a aussi déjoué, mais qui s'est donné à 1000%, et donc Montpellier sera prêt à mener ce combat-là contre l'OM, et il faudra nous être prêts à 100% aussi. Pour ce match-là. On annonce en plus une motion à guichet fermé, donc attention, ça va être vraiment le gros match. Leur président Nicolin l'a annoncé également lors d'une interview pour le Midi Libre, il me semble, qu'il attend ce match avec impatience, en mettant aussi un peu la pression subtilement sur l'Olympique de Marseille, en disant on va jouer le futur champion de France.
il y a quelque part un petit peu d'intox de la part du président, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, il va falloir s'attendre. De toute façon, ils vont être prêts à faire un gros match contre nous. Ça va être le match de l'année pour eux. Je vous l'ai dit, guichet fermé du stade de la Mosson. Ça sera la première depuis le 17 mars 2024. C'était contre le PSG. Donc voilà, ça va être un gros match pour eux. Indice cet hiver ou confiance à Sternal, Bacola au milieu. Théo, moi je pense que voilà, il y a aussi Koné qui peut jouer dans ce poste-là. Jonathan Rowe, même si on le voit plus sur un côté, moi je trouve qu'il a les qualités pour être un ailier. Mais il a cette capacité aussi à jouer dans un rôle un peu plus axial en meneur de jeu. Il l'a fait quelques fois à Norwich. Les suiveurs anglais en plus l'avaient dit au moment où il est arrivé qu'il pouvait jouer un peu plus meneur de jeu, numéro 10. Donc on a Harit, on a Rowe, on a Ismaël Koné. Donc voilà, je pense qu'on est bien fourni. Pas forcément une recrue, mais voilà, plutôt installé un Sternal, Bacola. Alors Bacola, c'est plus un milieu, mais pourquoi pas aussi lui l'intégrer, même s'il est intégré dans le groupe pro à chaque fois sur les dernières sorties, les derniers matchs, il était dans le groupe Bacola, donc ça c'est positif pour lui. Sternal est un peu sorti petit à petit du groupe pour les matchs. Après, il s'entraîne toujours la semaine, mais voilà, donc ça pourrait être aussi une bonne chose de voir Sternal. Donc comme je le disais dernièrement, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, et ça va être peut-être le cas de Sternal. Donc c'est vrai qu'on l'a vu contre Brest. Une entrée un peu difficile pour Sternal dans le défi physique, mais voilà, en tout cas moi j'ai envie de le voir Sternal petit à petit, voilà, pas forcément lui mettre de la pression. On sait comment ça marche aussi l'OM, parce qu'il va avoir beaucoup d'attentes autour de lui, donc qu'on le fasse jouer progressivement, pourquoi pas. Ça sera bon pour lui, bon pour nous. Après il faudra, comme je dis beaucoup pour le jeu de derby, il faudra être aussi patient avec Sternal et pas le juger au bout d'une prestation. Donc c'est peut-être pour ça aussi que l'OM met du temps avant de le lancer. Alors c'est vrai qu'il y a aussi de la concurrence, mais parce qu'ils savent comment est le contexte marseillais, et qui n'est pas forcément toujours évident, exigeant aussi. Donc voilà, si tu mets un Sternal qui rate son premier match, derrière il peut prendre aussi beaucoup de critiques, et des fois un jeune joueur ne peut pas forcément s'en relever, alors qu'au final, voilà, louper des matchs, rater des choses, ça fait partie aussi de l'apprentissage pour ces jeunes joueurs-là, et de commettre aussi des erreurs à l'échelon professionnel, au niveau professionnel, dans des vrais matchs. C'est intéressant, et c'est comme ça qu'ils vont apprendre aussi. Mais est-ce que nous, on aura l'intelligence et la patience? Même quand je dis nous, c'est pas que les supporters, c'est aussi les médias qui vont aussi en attendre beaucoup de ce jeune joueur-là. Donc voilà, il faut... je pense que c'est bien de l'intégrer progressivement pour lui, parce qu'on le rappelle, il est jeune aussi, et quand on voit beaucoup de jeunes joueurs qui ont débuté jeunes arrêter leur carrière très tôt, parce qu'ils ont un ras-le-bol aussi du football, parce que aussi certains ont des pépins physiques. On le voit, Varane qui ne pouvait plus continuer le foot parce qu'il était trop souvent blessé. Donc voilà, on voit que débuter tôt, c'est pas forcément toujours bon pour l'organisme et pour la santé du joueur. Donc moi, je serais plus d'avis de prendre notre temps aussi, comme on le fait actuellement, et de les intégrer progressivement au groupe pro, et comme c'est fait, et surtout qu'ils s'entraînent tous les jours, donc c'est plutôt intéressant. Pourquoi ne pas le prêter en Ligue 2? Ils me disent, je pense que pour l'instant c'est un peu tôt, pour le prêter peut-être. Un Abdallah qui est un peu plus âgé, pourquoi pas, tu vois, à l'inverse. Mais je pense que plutôt que de le prêter en Ligue 2, qui est un championnat aussi très dur et réputé pour être un championnat aussi physique, ce serait pas forcément l'aider, je pense, à sa formation. En tout cas, c'est mon avis là-dessus, peut-être que je me trompe, mais voilà, non, l'intégrer progressivement au groupe pro à l'OM, qui fasse des bancs, c'est intéressant. Dark Knox, tiens, désolé pour le retard, c'est pas grave, on est à 11h09, c'est pas un gros retard, on a le temps, on a toute l'émission là pour discuter, donc pas de souci, tu peux rattraper le wagon. On a parlé un petit peu des jeunes. Les jeunes qui sont dans le groupe pro et qui ne jouent pas avec les seniors peuvent jouer en national. Là, il y a Abdallah qui a joué en U19 ce week-end. D'ailleurs, il a marqué pour une victoire 3-0 du U19 qui impressionne là. C'était impressionnant leur match contre Colomiers. Victoire 3-0. Ils sont à 4 points du leader Ajaccio. Ils ont 14 points, si je dis pas de bêtises, dans ce jeu, dans leur groupe, et Ajaccio en a 18. Donc voilà, non, ils progressent. Donc Abdallah là, était avec le U19. On a un autre jeune là qu'on a recruté à
à Sochaux. On a fait un article ce matin et en plus j'ai eu Bastien Cordoleani au téléphone pour qu'il me parle un petit peu du joueur. Vous pouvez retrouver son interview, enfin sa déclaration dans l'article de ce matin sur Robinho Vaz, qui est un jeune joueur qui arrive de Sochaux, qui fait sensation avec la réserve de l'Olympique de Marseille. Papin également en a parlé à nos confrères de la Provence, en a dit le plus grand bien. Et c'est vrai que c'est un joueur qui, je ne serais pas surpris de le voir intégrer petit à petit aussi lui, le groupe pro, qui est un ailier finalement de formation. Moi je l'avais commenté en plus en jeune de l'équipe de France, et il jouait ailier avec l'équipe de France, et qui est un ailier de formation. Et depuis qu'il est arrivé à l'OM l'a replacé en neuf, avec un Sidiali qui tourne un petit peu autour, ce que nous expliquait Bastien ce matin, et ça marche plutôt bien. Il est assez efficace devant le but, toujours bien placé, donc c'est un joueur vraiment intéressant. Il a 17 ans, donc ça serait pas étonnant de le voir intégrer petit à petit le monde professionnel lui aussi. Mais en tout cas c'est positif et c'est un bon recrutement. Alors ce que me disait Cordo, c'est que Sochaux voulait s'en séparer parce que visiblement il y avait eu des petits soucis de comportement de la part du joueur à Sochaux, donc c'est pour ça que Sochaux voulait pas, sans que ce soit des gros problèmes, mais voilà, des petites accumulations de problèmes. Et puis là, depuis qu'il est à Marseille, c'est vraiment une attitude irréprochable de la part du jeune, qui s'est mis au diapason, qui rechigne pas à l'effort, donc c'est vraiment positif pour lui. Et j'espère en tout cas, qu'on pourra peut-être le voir dans le groupe pro, en tout cas aux entraînements. Ça pourrait être intéressant, mais en tout cas ça c'est une belle recrue qu'on allait faire à Sochaux, qui était un international jeune espoir en plus en U16 U17, donc c'est intéressant. Tiens, je vais prendre d'autres messages, évidemment. Vous êtes bien connectés ce matin, donc ça fait plaisir. Tac, ils ont besoin de jouer. Simon progresse en jouant. Yablo, Gigi, c'est vrai ça. Simon fait 4 clean sheets, je crois, depuis le début de la saison avec Nîmes. Pas évident en plus à Nîmes, parce qu'il y a beaucoup de problèmes internes dans le club, donc c'est pas forcément évident, notamment leur stade des Costières, là, qui est laissé à l'abandon. C'est dramatique, en tout cas, ce qui se passe dans ce club-là. Mais lui, d'un point de vue personnel, fait ses matchs et c'est très bien pour lui. Et puis lui, il engrange aussi de l'expérience, donc ça c'est positif. Mais ça, il joue en national, donc c'est l'échelon un petit peu en dessous. Mais comme tu le dis, c'est vrai qu'il y a Blo, Gigi, Simon progresse bien. Après, si tu fais égo par rapport à ce que j'ai dit pour Sternal, je pense que Sternal, c'est différent par rapport au niveau de la Ligue 2 et l'exigence physique de la Ligue 2 par rapport aussi au gabarit de Sternal. Je pense que ce ne serait pas forcément lui rendre service. C'est pas un championnat très évident. Paradoxalement, je trouve que c'est plus facile finalement pour un joueur comme Sternal de jouer en Ligue 1 et de grappiller quelques minutes en Ligue 1 que d'aller jouer en Ligue 2. Ça paraît paradoxal, mais en tout cas c'est ma vision sur ce petit Sternal. Tac, on va continuer. Slim, des news de Merlin et de Koné. Sauna 13, ça n'a pas bougé, hein. Merlin, je pense que pour et Zakozak également qui pose la question. Merlin contre Montpellier, ça va être compliqué, et Koné ne reprendra pas l'entraînement tout de suite. Donc pour l'instant, ça n'a pas bougé par rapport à vendredi dernier. Toujours, donc faudra, je pense, se passer de toute façon de Merlin pour Montpellier et de Koné également. En plus de Mopé qui est suspendu, on le rappelle, pour ce match-là. MB Soltana qui nous dit: arrêtons avec les minots, laissons-leur le temps de grandir et prouver un peu leur talon. Oui, mais après, c'est bien aussi de les intégrer, je pense, au groupe professionnel comme on l'a fait. Ça aussi, ça envoie un message aux jeunes générations, aux futures aussi jeunes générations, que l'OM est en train de prendre un autre virage par rapport aux jeunes, quand on sait toutes les difficultés qu'on a à former des joueurs et des bons jeunes. Je trouve que c'est un beau message déjà de les intégrer progressivement au groupe professionnel, d'en intégrer plusieurs. D'avoir aussi un entraîneur comme De Zerbi avec qui ils vont pouvoir apprendre. Donc voilà.
Mandanda 77 qui pose à peu près la même question sur Koné. Il en est où de sa blessure, Ismaël Koné? Mais Ismaël Koné, on l'a dit, c'était 2-3 semaines. Tac, tac, tac. Ouais, c'est vrai que je le fais souvent celui-là, Saona. Il en est où de sa blessure Koné? Ça a pas bougé 2-3 semaines. Donc à partir du moment où il s'est blessé, 3-4 semaines même. Voilà, il faut pas prendre de risques aussi avec ce type de blessure là à la cheville. Alors c'est blessé à la première, à une cheville. Il s'est blessé à sa seconde cheville contre Strasbourg. Donc voilà, il va pas falloir revenir trop tôt parce que ça c'est le risque aussi de récidive. Donc voilà. Tiens, OM 1330 qui parle de la pub de Qatar sur notre maillot, on dit merci à la Brune. Alors ouais, mais l'OM s'oppose de toute façon à ça. Je pense qu'il y aura pas. C'est soit faire la promotion de Qatar Tourisme, en fait, pour être précis, ou de beIN Sport sur le maillot. L'OM refuse ça et en fait, ils vont sûrement trouver un terrain d'entente pour afficher ce sponsor-là sur des panneaux publicitaires qu'on peut voir avant les matchs, pendant les avant-matchs, qu'on peut voir sur le stade, mais en tout cas, l'OM refuse d'avoir un des deux sponsors sur leur maillot. Donc voilà, surtout que c'est pas un sponsor qui rapporte énormément par rapport aux autres partenaires que l'OM peut avoir, notamment celui avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. En tout cas, j'espère qu'il y aura pas de souci. Les journalistes voient bien les jeunes joueurs à l'entraînement, mais il y a qui impressionne ou ils sont décevants? Alors, il y a Bleu Gigi, je vais être honnête avec toi. Nous, les journalistes, on n'a que un quart d'heure après les conférences de presse. On n'a que un quart d'heure après les conférences de presse ou avant la conférence de presse pour voir un petit peu le groupe, mais il n'y a pas de jeu, il n'y a presque pas de jeu avec ballon. En fait, c'est de la mise en route. Donc, ils font des échauffements. C'est plus nous donner 15 minutes pour qu'on voit les joueurs présents aux entraînements. Alors, il y a eu une fois où ils ont fait un entraînement ouvert aux médias pendant une heure et demie, où Loïc Lachaud avait pu y aller et avait d'ailleurs avait été impressionné. C'était ces mots par Ismaël Koné et la qualité technique de ce joueur-là. Mais voilà, c'est tout. Sinon, on n'a pas le droit, on n'a pas accès aux entraînements. Donc déjà, et puis en plus, quand c'est 15 minutes d'entraînement, si c'est 14, vous voyez, c'est même bien. Donc c'est même mieux pour eux. Donc il n'y a pas forcément possibilité pour nous de voir ce que les joueurs donnent vraiment à l'entraînement, et même pour les jeunes joueurs. Donc voilà. Là où on peut plus voir les jeunes, c'est lors des matchs de jeunes, quand ils jouent en U19 ou quand ils jouent avec la nationale. Donc voilà, pour la petite précision. Tiens, si Harit se blesse, on fait quoi, Mandanda 77? C'est un peu la panade, parce que si Harit se blesse, pour l'instant, en plus, on n'a pas Koné, et Koné, pour l'instant, il a du mal à enchaîner, donc il va falloir aussi qu'il puisse aussi trouver son rythme de croisière à Ismaël Koné. Donc ça commence à être un petit peu coton, cette histoire-là des numéro 10. Après, bon, je pense que Harit, pour l'instant, on va toucher du bois. Ici, il y a du bois un petit peu là. On va toucher du bois pour qu'il se blesse pas, même si pour certains, il y a pas forcément, il mérite pas forcément d'être titulaire. Pour l'instant, c'est notre seul milieu offensif. Notre seul meneur de jeu. Après, il peut y avoir des solutions alternatives. Il y a aussi Greenwood qui peut occuper ce poste-là, même si moi, personnellement, je préfère Greenwood sur un côté. Je le trouve plus incisif, plus méchant. Je trouve que c'est son poste où il brille le mieux, c'est sur un côté. Je trouve qu'on a besoin d'avoir aussi des ailiers comme ça de percussion. Et moi, il me plaît Greenwood depuis le début de la saison sur ce poste-là. Donc voilà. Après, il y a d'autres solutions. Il y aura une solution aussi de pourquoi pas changer de système de jeu. Est-ce que Roberto De Zerbi peut pas revenir aussi à un 4-3-3 qu'il avait utilisé beaucoup en Italie, à Benevento ou à Sassuolo? Est-ce qu'il peut pas revenir à ce système-là avec justement un Højbjerg en 6, un Rabiot en relayeur aux côtés de Ismaël Koné? Ce serait parfait pour quand il sera remis sur pied, mais ou un Rongier, tu vois. Donc il y a pas mal, ou un Kondogbia en 6 et un Rabiot Højbjerg au milieu de terrain en relayeur. Donc voilà.
il y aura des solutions alternatives de toute façon. Là, je trouve qu'on a un effectif quand même assez important, assez pléthorique par rapport à, et puis plutôt qualitatif aussi. Donc, moi, je me fais pas trop de soucis, même si Harit se blesse, même si on le souhaite pas, parce que je pense que à l'heure actuelle, c'est le joueur qui est le plus à même à jouer et à occuper ce rôle de meneur de jeu. Même avant la blessure de Carboni, moi, j'étais pour laisser Amin Harit pour l'instant, même s'il avait déçu surtout sur le match contre Strasbourg. Contre lui, on a été sorti tôt, mais voilà, donc voilà. Après, c'est sûr qu'il va lui falloir une vraie concurrence. Pour l'instant, qu'on a du mal à déceler à l'OM. Certains pensent que Koné peut être cet homme. Moi, je l'ai dit, je préfère quand même en milieu un peu plus relayeur. Donc, dans un 4-3-3, ce serait parfait, je trouve, pour un Ismaël Koné. Je trouve qu'on verrait un peu plus ses qualités de milieu box-to-box dans ce rôle-là, mais dans l'esprit de De Zerbi, en tout cas, il peut jouer ce rôle de meneur de jeu, Koné. Donc ça peut être ce concurrent-là, mais pour l'instant, on le voit pas assez. Pour moi, c'est quoi ton meilleur milieu? Après, Zach Ozak me pose la question. Moi, je pense honnêtement que le milieu, le 4-3-3 avec Højbjerg en 6, Rabiot et Koné, ça pourrait être pas mal. Sinon, après, Rabiot, Højbjerg et Harit en meneur de jeu, ça me va très bien aussi. Mlona, ouais, c'est ça aussi, tu as raison, ton message, je vais le lire. On ne le connaît pas, même s'il y a un petit jeu de mots, mais on ne le connaît pas assez pour le voir en 10, Ismaël Koné. C'est vrai que pour l'instant, on s'enflamme un peu sur Koné en disant voilà, il peut jouer numéro 10. Pour l'instant, on a vu peu de choses de lui, même si on a vu des qualités techniques, notamment je disais Loïc qu'il avait vu pendant un entraînement entier, mais l'entraînement c'est pas le match, donc c'est quand même deux choses différentes. C'est pas la même intensité, c'est pas la même motivation non plus. Donc voilà. Donc on attend de voir Koné, mais pour dire d'ores et déjà que ça va être notre numéro 10 de la saison, je pense que c'est un peu tôt aussi. Donc il est jeune, il sort d'une saison en championship. C'est pas quelqu'un qui connaît encore le très très haut niveau, donc voilà. Mais c'est vrai que là, le message de Will est aussi juste en disant beaucoup trop irrégulier à Harit. Donc c'est vrai que Harit, c'est pas non plus un joueur sur lequel tu peux t'appuyer forcément toute une saison, parce qu'on sait qu'il fera pas sur 10 matchs, il va t'en louper au moins 5. Donc en tout cas, pour l'instant, Harit nous a jamais montré une grosse régularité dans ses performances, que ce soit même pendant un match, pendant 90 minutes, où je trouve qu'il a des trous d'air par moment, et même pendant toute une saison. Donc voilà, après, mais en tout cas, par rapport à l'effectif actuel, à ce qu'on a vu depuis le début de saison, je trouverais ça juste de donner encore sa chance à Harit, parce qu'il a aussi été décisif. Mais voilà. Ofada qui dit personne s'enflamme à part Seb. Tiens, justement, si vous voulez discuter un petit peu avec nous ce matin, puisqu'on est pas mal nombreux là dans le chat, vous êtes encore beaucoup à nous suivre, et on est pas loin d'arriver aux 27 000 abonnés sur notre chaîne Twitch. Donc c'est pas mal. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous pouvez nous appeler et si vous voulez donner votre avis sur voilà le début de saison, sur cette semaine, sur les jeunes, n'hésitez pas, appelez-nous au 01 87 40 35 49, et puis après vous mettez le petit code 846 279 659 dièse. Voilà, si vous voulez échanger avec nous, si vous êtes motivé pour parler avec moi ce matin, ça me ferait plaisir. En tout cas, le matin là, on n'avait pas fait ça vendredi. On avait fait un OM au café avec Loïc. Donc voilà, ça fait un petit moment qu'on n'a pas échangé, que j'ai pas entendu le son de votre voix. Donc ça me ferait plaisir de vous avoir ce matin. On s'enflamme sur Sternal, sur Koné, sur Pogba, sur Robinho. On s'enflamme sur tout en fait. L'OM, c'est le feu, nous dit Cantona, que l'amour, le vrai. J'ai pris ton message parce que je le dis, j'aime bien ton pseudo. Non, mais après, on s'enflamme pas en plus sur Sternal. Sur Koné, bon, c'est un peu Seb qui s'enflammait. Même Bilal aussi s'était enflammé. Je m'en souviens sur un talk qui avait dit qu'il n'avait pas hésité à dire que ça allait être la révélation de l'année. Moi, j'attends de voir avant d'employer ces termes-là. Mais Pogba, pareil, on s'enflamme aussi. Ça, je suis d'accord. Il y en a certains qui s'enflamment. Robinho, non, on s'enflamme pas. Robinho, on voit juste que c'est un joueur qui... je parle de Robinho Vaz, l'ancien Chochalien qui est à l'OM, le jeune de 17 ans. On a juste fait un article sur lui parce que pour l'instant, il impressionne au niveau National 3, et que voilà,
aussi, il toque un petit peu à la porte du groupe pro pour s'entraîner et pour intégrer le groupe. Mais voilà, il n'y a pas d'enflammade, honnêtement. Il n'y a pas d'enflammade, même si je sais que tu rigolais dans ton message, mais voilà, il faut quand même rester mesuré, tu as raison. Il faut absolument aller chercher les 3 points contre Montpellier, sachant qu'on reçoit Paris juste après. Ce serait bien, même pour la confiance aussi, pour la confiance du groupe, de regagner un match. Là, depuis, on reste sur 2 contre-performances. Là, de regagner un match depuis le match contre Lyon, finalement, on n'a pas gagné. Donc ça va faire un petit peu long, surtout pour un club comme l'OM, surtout avec l'ambition qu'on a de jouer le podium. Donc je pense, voilà, c'est un adversaire qui est largement à notre portée. On doit obtenir les 3 points comme on devait obtenir les 3 points contre Angers. Ça, c'est sûr que Saona, pour l'instant, il n'y a pas de doute. Surtout, comme tu dis, on reçoit Paris juste après. Mais contre Paris, je suis sûr qu'on fera un gros match contre le PSG. Je pense que je m'attends vraiment à un match difficile, mais je pense que cet effectif-là, on l'a vu contre Lyon, elle a quelque chose. Cet effectif-là a quelque chose, et je pense que contre Paris, on saura aussi peut-être élever notre niveau. En tout cas, j'espère. Mais moi, je vois ce groupe-là capable d'élever son niveau de jeu. Après, tactiquement, je pense qu'il va falloir rectifier quelque chose, parce que contre Paris, si tu laisses autant d'espace à des joueurs comme Dembélé, comme Barcola, même au milieu de terrain avec des Vitinha, des Lee Kang-in, ça passera pas. Donc il faudra avoir quelques petits réglages quand même, collectif et dans l'animation défensive, mais je pense qu'en tout cas on fera un gros match, parce qu'on sera motivé à 100%, en plus au Vélodrome, dans un Vélodrome chaud bouillant. J'ai pas de doute sur le fait qu'on fasse un gros match contre Paris. Après, est-ce qu'on gagnera, je sais pas, mais voilà, moi c'est vrai que j'attends le match contre Montpellier avec impatience. J'espère qu'on verra un peu plus de jeu que ce qu'on a vu contre Angers et contre Strasbourg, mais je dis encore méfiance avec Montpellier, parce que ils vont nous attendre au tournant, ça c'est sûr. Il manque de la stabilité derrière. On n'a pas encore trouvé la bonne formule. Coquin de sort, je pense que ça va se régler. C'est vrai que la bonne formule, après, on n'a pas forcément réussi à enchaîner, à donner de la continuité aussi à une défense centrale. Quand on sait que je trouve plus mes mots ce matin. La complémentarité entre les défenseurs est importante. On n'a pas réussi pour l'instant à aligner la même charnière. Donc moi je pense que la volonté de De Zerbi, c'est quand même d'installer Lilian Brassier, dont il a énormément confiance. Il croit énormément en ce joueur-là, Roberto De Zerbi. Donc je pense que l'idée ça va être d'installer cette défense avec Balerdi. Mais pour l'instant on ne l'a pas assez vu, parce que Balerdi a été suspendu, Balerdi a été blessé. Brassier n'était pas là aussi lors du premier match contre Brest. Il était suspendu à cause de la dernière saison. Donc voilà, il va falloir, comme tu dis, trouver de la stabilité derrière, mais en enchaînant aussi avec la même charnière et faire confiance. Slim, depuis mon île, pas possibilité d'appeler, mais le cœur y est. C'est pas grave. Mais là, on va voir, je crois, on a un auditeur avec nous, c'est ZZAL. Je pense que je prononce bien son pseudo. ZZ, en référence à Zinedine Zidane, peut-être. Est-ce que tu m'entends ? Ah ben non, visiblement, il n'est pas avec nous ce matin. Il y a un petit problème de son. Écoutez, on va régler ça. J'ai confiance en mon Loïc Lachaud pour qu'il me règle ce petit appel, à moins qu'il nous ait quitté ZZAL en ne pensant pas être pris au téléphone. Mais voilà, en tout cas, on t'avait au téléphone, et puis tu peux revenir. Ah voilà, j'entends quelque chose. Est-ce que tu m'entends ? Alors, on t'entend. Moi, j'entends du bruit dans ton téléphone, mais est-ce que tu m'entends ? ZZAL, bon, pour l'instant, on n'a pas la connexion avec ZZAL. Je ne sais pas si on peut rectifier tout ça. Bon, on va voir. Je vais continuer à prendre des messages dans le chat. Pour toi, quelle est ta défense type ? Moi, pour l'instant, bizarrement, je vais continuer à faire confiance à Lilian Brassier. Voilà, il faut donner aussi, comme il l'a dit tout à l'heure, l'auditeur je ne sais plus qui l'avait dit, Coquin de sort. Il faut donner aussi de la continuité, de la stabilité à cette défense-là. Donc avec Brassier et Balerdi. Après, il y a un joueur, moi, qui me plairait peut-être derrière. Enfin, en tout cas, j'ai réfléchi de plus en plus. C'est un Kondogbia, parce qu'il a cette qualité de relance
relance, c'est un joueur qui va pas paniquer balle au pied. Tu vois, ça fait écho un peu à la question aussi de Zakoza qui me demande tu préfères Kondogbia au milieu ou en défense. Je trouve que Kondogbia était en difficulté quand même au milieu ces dernières rencontres. En défense, peut-être, il brillera un peu plus. Tiens, on l'a, notre ami ZZ. Est-ce que tu m'entends? Non, t'inquiète, j'ai quelqu'un d'autre. Ah, on a quelqu'un d'autre. Alors, on va me dire tout simplement le nom de la personne et on va se régler petit à petit. C'est comme ça, c'est lundi matin, c'est comme ça, c'est le direct. On est en direct, on est bien de toute façon ensemble. Vous êtes bien connectés. Tiens, il m'a mis un message AZLedge qui me dit bon, dommage, ça marche pas. Oui, pourtant je t'entendais, hein, moi dans le retour plateau. C'est dommage que tu n'aies pas pu intervenir. Et puis Loïc, fais-moi signe si le nouveau auditeur est présent. N'hésite pas à me mettre le petit message. Rabiot en 10 faisable au Crestan. Bon, moi, je pense pas que ce soit forcément son poste, Adrien Rabiot, honnêtement. Milieu relayeur, c'est là où il brille. Donc voilà. Pourtant... ZZ Azaled, m'entendais aussi. Bon, écoute, je sais pas ce qui a pas fonctionné. Écoute. Un milieu à plat. Tiens, Gigi Dafud qui est avec nous. Ou Gigi Dasud, peut-être. C'est ça, hein, Gigi Dasud ou Fud? Gigi Dasud, Gigi. Ouais, Sid. Bon, on va t'appeler Gigi pour l'émission, ça te va. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir quelqu'un avec nous ce matin. Déjà, comment tu vas en ce lundi matin de trêve internationale? Eh bien, écoute, ça va. Les l'automne qui s'installe, tout va bien, mais sinon, ça va. Ça va. Bon, tu voulais réagir sur quoi ce matin dans notre émission? Il y a un sujet qui te tient à cœur particulièrement? Non, pas particulier, mais c'était pour revenir sur l'actualité des Phocéens et surtout sur de saison que j'ai l'impression qu'on a un peu perdu. Ah, ça coupe un petit peu, Gigi. Je sais pas si tu peux bouger un petit peu pour avoir du réseau. Vas-y, reprends ta phrase. Alors, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, mais ça saccade un petit peu, Gigi. Allô? Ouais, c'est bon, on t'entend. Là, vous m'entendez? Ok. Oui, ce que je disais, c'était pour revenir sur l'ambition que l'on avait en début de saison concernant l'OM. Oui. Et savoir si, pour toi, on avait toujours, du coup, cette même ambition, si on devait toujours viser le titre au vu de le calendrier, ou est-ce que, avec au fil des matchs, on se rend compte du vrai niveau de l'effectif? Voilà. Ben, moi, je pense en tout cas, Gigi, merci pour ta question. Et puis tu me diras toi aussi ton ressenti parce que c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir ton point de vue ce matin. Moi, l'objectif initial du club n'est pas du tout le titre de champion de France au départ. Donc l'objectif est de retrouver la Ligue des Champions et de retrouver l'Europe. Donc un objectif atteignable serait les 3 premières places, voire les 4 premières places. Au départ, l'objectif du président et de Benatia et du club, c'est ça, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Donc pour l'instant, on est dans les clous pour cet objectif-là. Comptablement, on a pris les points. Dans le jeu, pour l'instant, on peut être un petit peu déçu, mais honnêtement, pour l'instant, on est 3e, donc on est encore en phase avec l'objectif. Après, l'objectif du titre, comme tu dis, c'est finalement un peu nous. Bon, il y a Seb qu'on a beaucoup parlé aux Phocéens, même Romain Herring n'a pas hésité aussi à le dire. Je pense, moi, j'étais de ceux qui disaient que c'était un peu tôt pour le dire au bout de 3-4 journées, mais voilà, où certains supporters aussi se sont un petit peu enflammés et ça fait partie du jeu. Mais l'objectif initial du club, c'est retrouver la Ligue des Champions. Et toi, par rapport à ce début de saison-là, c'est quoi toi ton objectif avec l'OM cette année? Chemin pour te dire, quand j'ai eu l'effectif en début de saison, je pensais pas qu'on allait aussi bien commencer. Ok. Parce que les 3 quarts de l'effectif qui changent, des grandes têtes. Ah, malheureusement, Gigi, ça saccade pas mal. Je pense que là où tu es, il n'y a pas forcément beaucoup de... peut-être le réseau qui est un peu défaillant. Ah, c'est dommage parce que là, on n'a pas pu entendre ce que tu nous dis. On va réessayer peut-être une dernière fois si tu m'entends. Vas-y. Oui, allô? Oui, vas-y. Tu peux, vas-y pour me donner ton avis sur le début de saison.
Oui, alors, mais ce que je pensais, c'est qu'au début de saison, franchement, on a fait, j'étais surpris de l'effectif, surpris de la qualité de l'effectif et des résultats qu'on avait, parce qu'on avait changé trop tard du groupe. Mais le truc, c'est est-ce que quelque part l'effet de surprise n'est pas retombé avec deux arbitres, au système de jeu, les joueurs aussi qu'on a découvert que le championnat de France avec Greenwood et le retour de Luis Enrique. Est-ce que justement cet effet de surprise, est-ce qu'on n'a pas bénéficié justement de cet effet de surprise et que maintenant on va un peu redescendre en niveau vu que les autres équipes s'adaptent, quoi. Moi, c'est la question, voilà, est-ce qu'on a la capacité de garder, je dirais, cet effet d'annonce, de surprise pour rester dans les 4 premiers, ou est-ce que les autres équipes vont s'adapter? Parce que moi, je pense que qualitativement, on n'est pas forcément parmi les effectifs les plus hauts de la Ligue 1. Mais toi, tu nous vois, calendrier que l'on a, tu nous vois en dessous des équipes de Lille, par exemple, de Lens, Monaco, même qui est pour l'instant bien parti. Je pense que Monaco est. Ah, ça. Pas, oui, je pense que voilà, Lille, Lens, s'il joue. Ouais, Gigi, merci beaucoup, mais je pense que on va mettre fin à l'appel malheureusement parce que là ça saccade beaucoup. On n'a pas pu bien t'entendre. Mais on a compris un petit peu ton message là-dessus, et puis je vais continuer à réagir sur ce que tu m'as dit dans l'émission. Mais merci beaucoup en tout cas de ton appel. Je ne sais pas si tu es encore là, mais merci beaucoup. Mais c'était un petit peu saccadé là sur la fin, donc on va devoir quitter l'appel, mais c'est pas très grave. Tu pourras essayer de nous rappeler une prochaine fois. Merci et passe une très très belle journée en tout cas, et merci encore une fois pour ton appel. Ouais, non, mais en tout cas, c'est vrai que bon, là, c'était un petit peu saccadé la fin de Gigi, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Il trouve peut-être qu'on en a trop fait sur l'effectif, finalement, qui n'est pas si qualitatif que ça. Moi, je trouve qu'on a par rapport au fait qu'on ait terminé 8e la saison dernière, je pense qu'on ne pouvait pas rêver meilleur mercato estival. Je pense qu'on a ciblé aussi des joueurs à fort potentiel en devenir, avec des joueurs comme Jonathan Rowe qui sont encore à façonner, Koné pareil, Eli Wahi qui reste malgré tout jeune. Donc voilà, je pense que c'est pour le projet de moyen long terme. Et pour l'instant, moi je pense que, en tout cas, je ne pense pas qu'on en ait trop fait sur cet effectif-là. Et je pense qu'à l'inverse, parce qu'il parlait d'effet de surprise sur le début, on a très bien commencé sans forcément être flamboyant dans le jeu, sans forcément pour l'instant voir vraiment la patte de De Zerbi. Je pense qu'au fur et à mesure des matchs, on va justement progresser en ce sens-là. Donc moi, je trouverais ça plutôt positif en tout cas d'avoir pris les points alors qu'on n'était pas forcément encore rodé. Donc non, moi je partageais pas forcément l'avis de Gigi, en tout cas c'était pas forcément l'avis mais plutôt l'interrogation et les craintes de Gigi. Crimon qui nous dit pour moi on a tendance à trop vite parler de champions de France et tout aussi vite de les enterrer. C'est vrai, hein, t'as raison, moi c'est ce que je déplore, et c'est pour ça que je refusais aussi de parler de titre en tout début de saison, en tout cas d'enflammer le truc autour du titre, parce que je savais qu'à la moindre défaite on allait les clouer au pilori, on allait tout remettre en question, et c'est ce qui s'est passé un petit peu. Alors pas nous sur notre média, mais certains supporters, pas tous non plus, il faut pas tout mettre dans le même bateau, faut pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais voilà, en tout cas, je trouve qu'on va un petit peu vite parfois en besogne, et des fois la mesure, c'est bien aussi. Espérer que Wahi se réveille quand même. Entre lui et Vitinha, ça fait beaucoup d'argent gaspillé. Il y a Blo Gigi, ouais, c'est vrai que là-dessus, pour l'instant, Wahi met du temps un peu à se réveiller, et ça reste un jeune joueur. Comme Vitinha, quand il est arrivé, il était aussi jeune. Après, Wahi a prouvé, en tout cas en Ligue 1, qu'il était capable d'être performant, même si à Lens ça a été un peu plus compliqué. Il a quand même marqué sa douzaine de buts, donc c'est pas rien non plus. À Montpellier, il a vraiment brillé, c'est là où il a éclos, mais
Après, à Montpellier, c'était aussi un autre style de jeu. C'était un style de jeu peut-être qui lui convenait plus. Là, c'est un De Zerbi. Le jeu de De Zerbi demande aussi beaucoup de jeux combinés, là où il a un petit peu de mal. Dans le repli défensif, je le voyais faire. Je le voyais plutôt discipliné dans cet aspect du jeu-là. Mais au fur et à mesure là, des matchs, je trouve qu'il a un petit peu perdu ce côté-là. Donc il va falloir qu'il le retrouve. Là, contre Montpellier, c'est le match peut-être idoine pour se relancer. Son ancien club, un stade qu'il connaît bien. Il va avoir aussi envie de briller devant ses anciens supporters. Donc voilà. Alors, Judge of Marseille, à Montpellier, il a beaucoup joué à gauche. Il a été formé à gauche, Eli Wahi, sur le côté gauche. À Montpellier, il était dans l'axe, mais c'est vrai qu'il avait beaucoup de liberté en fait dans le jeu et sur le front de l'attaque. Donc c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'il dézonnait beaucoup. Il jouait beaucoup sur le côté gauche. Donc c'est là où c'était intéressant de l'avoir. Mais après, c'était, comme je dis, un autre style de jeu avec Montpellier. Donc c'était plus un jeu de transition, peut-être qu'il lui convenait un peu plus. D'ailleurs, là, on l'a vu contre Brest où il a été pas mal. C'était sur ces phases-là de transition, il a été utile. À Toulouse aussi, sur la récupération haute, ça a été intéressant. Après, voilà, contre Reims, moi, j'avais trouvé son match plutôt bon dans l'ensemble. Malheureusement, ça n'avait pas été ponctué de buts pour lui. Et il avait eu les 4 grosses occasions. Mais voilà, je pense que c'est pareil. Je ne vais pas l'enterrer non plus, notre ami Eli Wahi, même si je sais que déjà, dès le départ, il y en avait certains qui n'étaient pas forcément fans du profil. Moi, je pense qu'il a quand même les qualités pour être cet attaquant à l'OM, pour être notre numéro 9, surtout cette saison, avec aussi des ailiers qui sont capables de marquer. Alors, Luis Enrique l'a montré dans ce début de match, même si j'ai encore des réserves sur les qualités de ce joueur-là, mais c'est pareil, lui, il est jeune. Mais Greenwood, sur le côté, est capable de marquer. Rowe, quand il jouera, est capable de marquer aussi. Rabiot, ça va être un joueur aussi qui va être capable de finir les actions. Donc voilà, il y a du monde pour terminer. Il n'a pas cette pression-là non plus, où c'est lui qui doit absolument marquer tous les buts. Mais je sais que dans son esprit et dans tout esprit d'attaquant, lui c'est un vrai buteur dans l'âme, même si certains ont dit qu'au début de saison c'est pas forcément pour eux un buteur. Moi je dis que c'est quand même un gros buteur et dans la surface de réparation il est redoutable, il a ce sens du but là, mais pour l'instant on le voit pas forcément toujours aussi très bien servi. Je l'avais dit dans un précédent OM au Café, donc voilà, il va falloir attendre peut-être un petit peu, mais va pas trop falloir qu'on patiente non plus, parce qu'on sait très bien comment ça va se passer pour lui. Déjà qu'il n'est pas forcément en odeur de sainteté par rapport à ses déclarations passées par rapport au Paris Saint-Germain. Malheureusement, ça va le suivre s'il n'arrive pas à performer. Donc, sur les coups de pied arrêtés, je ne trouve pas menaçant Dark Alma. C'est vrai, pour l'instant, on n'a pas été. Pourtant, on a des gabarits, notamment sur les coups de pied arrêtés, sur les corners. Mais pour l'instant, on n'est pas forcément dangereux. C'est vrai, tu as raison sur ce point-là. Est-ce qu'ils sont pas toujours très bien tirés non plus, mais ça, on avait déjà le problème avec Jordan Verretou la saison passée. Eli Wahi, ça sent le Louis Ndoula ou le Habib Bomogo à l'OM. J'espère pas. Moi, en tout cas, je pense que je reste encore convaincu que ça peut être un profil qui peut exploser à l'OM, mais on verra. Seul l'avenir nous le dira en tout cas. Mais voilà, j'espère que contre Montpellier, en plus là, il va avoir l'occasion de briller, puisque là, c'est lui qui va débuter. Ça, c'est sûr. À moins qu'on change vraiment du tout au tout. Et là, ça sera un désaveu vraiment de De Zerbi envers Eli Wahi de ne pas le faire débuter contre Montpellier. S'il décide de, par exemple, mettre un Jonathan Rowe plutôt en pointe, ou un Greenwood, ou modifier un petit peu son système de jeu, là, ça voudrait dire beaucoup quand même. Ça voudrait dire que peut-être Eli Wahi a vraiment perdu sa place. Mais là, il n'y a pas Maupay, puisqu'on le rappelle, il est suspendu. Donc Eli Wahi va jouer contre Montpellier. Donc j'espère qu'il va vraiment briller. Ou Cyril Chapuis, Bakayoko, ça me ramène à de très bons souvenirs. Moi, c'est les souvenirs de mon enfance, ces joueurs-là. Bakayoko, moi, je vous fais une confidence, c'était un de mes joueurs préférés. C'est peut-être même le joueur que j'ai... Non, je pas dire que j'ai le plus aimé, mais c'est vrai que quand t'es petit, en plus, t'essayes d'imiter. J'étais attaquant en plus à l'époque. Et c'est vrai que j'essayais de l'imiter, parce que Bakayoko, il avait une manière de courir un peu particulière avec les doigts écartés. Et je me rappelle, quand je courais, je l'imitais. Voilà, c'était la petite aparté sur mon amour pour Ibrahima Bakayoko. Dimitri Sichev, oui, ça n'a pas forcément
brillé, un but contre l'Austria de Vienne, je m'en rappelle, pour nous qualifier en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, et c'est tout. Et pas grand-chose. Si, un tir, il avait marqué un but de la tête sur un centre-tir, c'était contre Nice, au Vélodrome, et il avait eu après un petit trauma crânien à cause de cette frappe puissante qu'il avait contrée de la tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce but. En tout cas, moi, il est resté dans ma mémoire. Tu limitais dans les frappes cadrées. Non, franchement, honnêtement, quand j'étais petit, j'étais plutôt à droite devant le but. J'étais un bon attaquant. Bon, après, avec le temps, vous savez, c'est toujours pareil. On passe de numéro 9 et puis après, on recule. Et puis, j'ai fini milieu de terrain dans mes dernières saisons seniors. J'étais milieu de terrain. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on commence... j'étais plutôt bon quand j'étais petit en attaquant, honnêtement. Tu faisais des bacayonades, Binois, t'as pas oublié cette référence. La bacayonade, la fameuse. Wai, Samassa, non, mais les gars, vous faites des comparaisons un peu poussées. Samassa, vous êtes quand même abusé. Le pauvre Fernandao, c'est vrai que paix à son âme, évidemment. Jiménez aussi. Christian Jiménez. Nico Helmut, t'es grand, non? Ouais, mais c'est vrai que je suis grand, oui, je fais un peu plus d'1m90, donc oui, je suis plutôt grand. Mais quand t'es petit, après, si, j'étais grand déjà petit, mais pas plus grand non plus que tout le monde. Dutch of Marseille, 50 Bakayoko, c'était un supplice. Mais peut-être que, parce que peut-être que tu es plus âgé que moi, Dutch of Marseille, mais moi quand j'étais petit, déjà je pouvais pas regarder tous les matchs parce que mon père voulait pas que je regarde tous les matchs, mais vous savez, c'était toujours, on avait le droit à une mi-temps, et puis après on allait dormir. Quoique quand c'était l'OM, il y avait un petit passe-droit en plus, mais donc moi, Bakayoko, j'ai le souvenir quand j'étais petit, donc... j'étais plus admiratif, donc j'avais pas forcément le recul ou l'analyse que je peux avoir aujourd'hui sur un joueur. Donc c'est vrai que Dado Perso à Monaco. Ahmed Ossam dit Mido, tu étais un peu le Mido de ton équipe phénoménal. Ah non, Mido, ça a été quand même un gros flop à l'OM, on peut pas dire le contraire. T'es arrivé en grande star, en grande pompe, notre ami Mido, finalement il s'est fait voler la vedette par Didier Drogba. J'étais grand, petit, ma femme vient de se moquer de ce que j'écoute. Applique-toi, Slim Bordel. Ben non, mais j'étais grand quand j'étais petit, Mlona, j'étais grand quand j'étais petit, j'étais grand. Tac. Bon, en tout cas, là, on a fait un petit peu de petite digression sur cet OM au café, mais aussi c'est ça, l'OM au café, on est là pour échanger entre nous. On est là pour échanger entre nous et mieux se connaître parfois aussi. Abim Bamogo, grand espoir de Montpellier, échec à l'OM. Bah, c'est pareil, Bakayoko, il avait performé aussi à Montpellier avant de rejoindre l'Olympique de Marseille. Puis Abim Bamogo, c'est vrai que bon... Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de cette émission parce que là, ça part en vrille, comme on dit. On se retrouvera de toute façon demain. Demain, ce sera avec Romain Herring. Donc, ça fait un petit moment que vous l'avez pas revu. Donc, ça sera Romain Herring demain. Évidemment, le talk show ce soir à 18h. Talk show, j'ai pas encore le plateau. Romain Canuti nous a pas encore communiqué le plateau. Mais en tout cas, Romain sera là. Je serai là également à la présentation. Donc voilà, on va passer une très belle journée. Ça sera très bien aussi ce soir. On va prendre du plaisir. On va mener des petits débats. On évitera de parler évidemment de Bakayoko, de faire des digressions comme ça. On sera sérieux, focus. Et on va commencer à rentrer aussi tout doucement dans le match contre Montpellier dimanche. Donc merci à vous encore une fois dans le chat. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous ce matin. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Puis on se donne rendez-vous à 18h ce soir. Notez bien, rendez-vous pour le talk show. Passez une très belle journée en attendant et surtout, prenez soin de vous, ça c'est important. Ciao, ciao.